L'instant philo. Religion animiste et représentation du monde. Une bande dessinée originale d'Alessandro Pignocchi, intitulée Petit traité d'écologie sauvage, propose, en 3 tomes, une sorte de fable plutôt déconcertante. L'auteur imagine en effet un monde où toute l'humanité s'est convertie à la religion animiste des peuples d'Amazonie, pour lesquels les plantes et les animaux sont considérés comme des partenaires sociaux ordinaires. Pignocchi imagine ainsi un Donald Trump qui déserte les terrains de golf et les meetings pour se consacrer à l'observation des belettes. Un François Hollande qui fait arrêter son chauffeur toute affaire cessante pour faire une invocation à l'esprit du hérisson qui vient d'être écrasé involontairement. Enfin, un Vladimir Poutine qui annonce solennellement que le mariage avec des fruits et des plantes sera autorisé. On le constate aisément, cette bande dessinée nous place dans un univers complètement décalé et utopique. Mais quel intérêt de proposer une telle fiction ? Est-ce seulement une fantaisie faite pour nous distraire ? Et d'ailleurs, que faut-il entendre précisément par animisme ? Qu'est-ce qu'une telle religion qui nous semble dépassée, désuète et même superstitieuse peut encore nous apprendre ? L'animisme, avec sa représentation du monde si particulière, peut-elle nous apporter quelque utile éclaircissement en ces temps de crise écologique ? Pour comprendre les enjeux de ce récit de politique fiction très étrange que propose Alessandro Pignocchi, quelques précisions sont nécessaires. Ce dessinateur a été très influencé par un disciple de Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue Philippe Descola, qui a notamment étudié les Achuars, un peuple animiste d'Amazonie. L'animisme est la propension à détecter chez les non-humains, animés ou non animés, c'est-à-dire les oiseaux comme les arbres, une présence, une âme si vous voulez, qui permet dans certaines circonstances de communiquer avec eux, déclare Philippe Descola. Les animistes estiment ainsi que tous les êtres sur Terre partagent une même intériorité constituée de pensées, de désirs, de volontés, de mémoire, etc. En conséquence de quoi, demandes, prières et invocations diverses peuvent être adressées indifféremment à un humain, un animal ou à une plante. On peut trouver dans Le Seigneur des Anneaux, ce roman de Tolkien, qui était féru d'histoire des religions et de mythologie, plusieurs illustrations de comportements animistes. À un moment, par exemple, les hobbits traversent une forêt dense et dangereuse et ils se retrouvent à négocier et discuter avec des arbres pour trouver une issue favorable. Pour nous, de toute évidence, une telle manière de concevoir les choses semble naïve et même superstitieuse. Il est facile et légitime de pointer ici une illusion qui a pour nom anthropomorphisme, c'est-à-dire une propension à accorder à un être qui n'est pas humain une forme et des caractéristiques humaines, en l'occurrence une conscience et une pensée. On comprend d'ailleurs mieux ainsi pourquoi la religion animiste a un tel succès. Imagine-t-on des hommes face à un monde dont la logique, faute d'avoir les explications scientifiques que nous détenons, leur échappe totalement. Face à bien des événements terribles et terrifiants, ils font constamment l'expérience de leur ignorance et de leur impuissance, et pourraient ainsi sombrer dans le désespoir. Heureusement, le constat désespérant auquel arrive leur intelligence peut être compensé par une fabulation spontanée protectrice qui les conduit à croire que le monde est peuplé d'êtres finalement semblables à nous, auxquels on peut s'adresser. L'animisme donne ainsi le sentiment d'avoir quelque pouvoir et contrôle sur l'ordre des choses. C'est pour nous une conception erronée, mais dont on comprend qu'elle ait été indispensable à une époque. Philippe Descola souligne aussi que l'animisme prend l'exact contre-pied de notre conception de la nature qui s'est imposée avec l'avènement de la science moderne au XVIIe siècle. En effet, du point de vue de ce qu'il nomme le naturalisme, nous estimons spontanément qu'il y a discontinuité entre nous, humains,
qui sommes des êtres pensants, pourvus d'une culture, et tous les autres êtres qui forment ce que l'on nomme la nature, à savoir animaux, végétaux et minéraux qui n'ont pas la riche intériorité qui est la nôtre. Ensuite, notre vision naturaliste nous invite à penser qu'il y a une vraie continuité entre tous les corps organiques et inorganiques, alors que le second caractère qui définit l'animisme, précise Philippe Descola, est que chaque être est différent physiquement et compose son monde en fonction de ses dispositions corporelles. Pour Descola, le concept de nature tel que nous le connaissons est une construction théorique assez récente. C'est une notion artificielle et même source de grands problèmes dont il fait la critique, notamment dans son ouvrage Par-delà nature et culture. Le naturalisme, en effet, est la représentation qui porte et justifie l'exploitation technologique et économique violente par les humains, seul être vivant censé être pourvu d'une culture et d'une intériorité, des ressources de notre planète Terre réduites à une nature matérielle dont on se croit autorisé de faire ce que l'on veut. Les crises écologiques et sanitaires actuelles manifestent l'insuffisance et même la nocivité de cette vision du monde. Alors, l'intérêt de la religion animiste, qui prend en égale considération l'ensemble des êtres vivants, est de proposer une représentation alternative du monde et de permettre ainsi de prendre de la distance avec notre conception naturaliste. Il est vrai que des pratiques chamaniques, animistes et même magiques reviennent cycliquement à la mode, souvent de façon confuse, mais elles peuvent aussi influencer toute une pensée rationnelle et critique qui, sans y adhérer naïvement, y trouve une source d'inspiration pour envisager de nouveaux modes d'existence humaine plus en harmonie avec une biosphère dans laquelle nous sommes des acteurs parmi tant d'autres. C'est ainsi que Philippe Descola déclare que son séjour chez les Hachoirs fut pour lui une vraie révélation. Il écrit « Les femmes Hachoirs traitent les plantes comme si c'étaient des enfants. Les chasseurs traitent les animaux comme si c'étaient leurs beaux-frères. Voir les Hachoirs traiter les plantes et les animaux comme des personnes m'a bouleversé. Ce que j'ai d'abord considéré comme une simple croyance était en réalité une manière d'être au monde, qui se combinait avec des savoir-faire techniques, agronomiques, botaniques, éthologiques très élaborés. De l'examen de la religion animiste, on peut tirer quelques leçons. Tout d'abord, son existence sur tous les continents nous rappelle que la religion peut prendre des formes très diverses. Comme le totémisme et même le bouddhisme, la religion animiste se développe en effet sans la notion de Dieu transcendant. Le philosophe Auguste Comte souligne d'ailleurs que l'animisme, qu'il nomme fétichisme, est une des premières formes de religion dont la spécificité est aussi de chercher à appréhender le réel sans tenter de s'en détacher, ni de le fuir dans un au-delà. La religion animiste reste les pieds sur terre et donne le goût de l'observation du monde d'ici-bas qui est le seul. Pour Auguste Comte, c'est déjà un premier pas, certes maladroit, vers le savoir. Mieux vaut se tromper sur le monde que d'en inventer un autre. Bonne antidote, en tout cas, au naturalisme dont nous avons parlé, et qui s'est épanoui logiquement à l'ombre d'un monothéisme qui dévalorise la vie sur terre en estimant que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Philippe Descola souligne aussi que les pratiques techniques et politiques dépendent de la représentation que l'on se fait du rapport entre humains et non-humains. Quand on estime que les non-humains sont des êtres inférieurs, dont on peut faire ce que l'on veut, les sols, les plantes et les animaux d'élevage sont traités de façon frontale, avec brutalité et en bloc. L'évolution de la céréaliculture et de l'élevage industriel est accablante à cet égard. Mais dès qu'on estime que les non-humains sont à prendre en considération, des pratiques alternatives, plus respectueuses des sols, des animaux et des plantes, sont présentes, comme dans la permaculture ou dans des formes d'élevage traditionnelles
en Mélanésie. Enfin, la sagesse des Indiens Achuar, qui limitent volontairement leur production quand ils cultivent la terre, pour ne pas l'épuiser, mais aussi parce qu'ils ne cherchent pas la croissance et le profit à tout prix, fait aussi contraste face à notre démesure productiviste irresponsable. Après sa découverte des travaux de Philippe Descola, Alexandro Pignocchi, l'auteur de la bande dessinée Petit traité d'écologie sauvage, est allé à son tour vivre quelque temps chez des Indiens Jivaros animistes. Puis, il a participé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où il a développé toute une réflexion politique et écologique en s'appuyant sur le recul instructif que confère l'étude des civilisations différentes. Les bandes dessinées qu'il produit sont ainsi des sortes de manifestes écologiques et humoristiques salués par la critique. Sur la 4e de couverture, pour présenter une de ces 3 BD, on peut lire des mésanges punk qui se mêlent de politique, des hommes politiques plus animistes que des Indiens d'Amazonie, un anthropologue Jivaro qui tente de sauver ce qui reste de la culture occidentale. Voici quelques habitants de ce monde nouveau où le concept de nature a disparu et où le pouvoir n'exerce plus aucun attrait. Après la lecture de ce livre, vous ne regarderez plus jamais les mésanges et les hommes politiques de la même façon. De notre côté, on espère qu'après l'écoute de cette émission, ce sera aussi un peu le cas et que vous regarderez mésanges et hommes politiques d'une façon un petit peu différente. Vous trouverez textes et références mobilisés dans cette émission sur le site de l'Association de la Maison de la Culture du Havre. Au revoir.